le chant du vide. C'était un jour ordinaire. Un de ces jours où le ciel est gris, sans menace de pluie, et l'air est lourd, comme si le monde retenait son souffle. Clara, une jeune femme d'apparence sereine, avait l'habitude de faire des promenades dans la forêt, juste à l'extérieur de la ville. La forêt de chênes noirs n'avait rien d'extraordinaire, elle était simplement là, vaste et silencieuse, gardienne des secrets du temps. Ce matin-là, Clara se sentait étrange. Un poids invisible pesait sur ses épaules, mais elle ne pouvait pas dire pourquoi. Peut-être était-ce l'accumulation du stress ou simplement l'ennui d'une routine répétitive. Peu importe la raison, elle savait qu'elle avait besoin de se dégourdir les jambes, d'aller marcher pour se vider l'esprit. Elle avait prévenu sa mère, « Je vais me promener, je serai de retour avant midi. » Ses pas l'ont naturellement menée vers la forêt. En y entrant, elle sentit une légère brise caresser son visage, douce et apaisante, comme une vieille amie la saluant. Pourtant, au fur et à mesure qu'elle s'enfonçait entre les arbres, quelque chose dans l'air changea. Le vent, qui quelques minutes auparavant était frais et revigorant, devint glacial. Un silence pesant enveloppa les lieux, si profond que même le craquement de ses pas sur les feuilles semblait étranger. Elle marchait sans but précis, ses pensées vagabondant. Mais alors qu'elle approchait d'une petite clairière, son téléphone vibra dans sa poche. Une simple notification. Elle le sortit, le regarda rapidement, et rangea l'appareil. C'est à ce moment précis qu'elle entendit quelque chose. Un bruit indéfinissable. Un souffle? Un murmure? Le vent, peut-être? Elle s'arrêta, tendit l'oreille. Rien. Juste le silence. Elle secoua la tête et reprit sa marche, mais l'inquiétude s'était installée dans son cœur. Quelques mètres plus loin, elle l'entendit de nouveau. Cette fois-ci, c'était plus clair. Une voix? Oui, une voix, presque imperceptible, comme si elle venait d'une autre dimension. Clara se fija. La voix semblait murmurer son nom. Clara. Un frisson glacé parcourut son échine. Elle tourna sur elle-même, cherchant l'origine du son. Personne. La forêt était déserte, comme toujours. Mais cette voix, elle semblait tellement réelle. Elle ouvrit de nouveau son téléphone, vérifia les messages. Rien. Elle tenta d'appeler sa mère, juste pour s'assurer, mais la ligne était morte. Pas de réseau. Classique dans la forêt. Elle soupira, se disant qu'elle se faisait des idées, que tout cela n'était que le fruit de son imagination. Mais la voix revint, plus forte cette fois. Clara Viens. Son cœur s'emballa. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas son imagination. Quelqu'un l'appelait. Quelqu'un ou quelque chose. Le son semblait venir de plus loin dans la forêt, de là où la lumière du jour ne pénétrait pas. Malgré sa terreur, elle se sentit étrangement attirée par ce murmure. Il y avait quelque chose de fascinant, d'hypnotique, presque envoûtant dans ce ton. C'était comme si la forêt elle-même la réclamait. Sans vraiment s'en rendre compte, ses pas la conduisirent dans une direction qu'elle n'aurait jamais prise de son plein gré. Elle s'enfonçait de plus en plus dans l'obscurité, chaque pas résonnant lourdement, comme un battement de cœur irrégulier. La forêt devenait plus dense. Les arbres, qui paraissaient normaux quelques instants auparavant, semblaient maintenant se resserrer autour d'elle, comme des bras crochus prêts à l'engloutir. Les ombres dansaient devant ses yeux, créant des formes étranges, comme des visages tordus par la douleur. Le sol sous ses pieds devenait de plus en plus mou, presque comme si la terre elle-même essayait de l'avaler. Clara sentit son souffle se raccourcir. Une panique sourde commençait à grandir dans sa poitrine. Pourtant, quelque chose la poussait à continuer. Était-ce cette voix? Ou était-ce autre chose, quelque chose de plus profond, de plus ancien, qui avait enfin trouvé une proie? Le murmure était devenu un chant continu, une mélodie douce et sinistre à la fois. Cela ressemblait au vent, mais elle savait que ce n'était pas naturel. C'était comme si l'air autour d'elle était vivant, tissant des mots à partir de rien. Clara, viens, rejoins-nous. Elle aurait dû fuir. Elle aurait dû courir aussi vite que possible. Mais au lieu de cela, elle continuait d'avancer, comme si ses jambes ne lui appartenaient plus. Chaque pas l'amenait plus près de l'origine de ce chant morbide. Puis, elle le vit. Devant elle, une étrange ouverture dans la terre, comme une bouche béante, noire comme la nuit. Le chant s'échappait de cette crevasse. Clara s'arrêta, luttant contre l'envie irrésistible de s'en approcher. Tout en elle criait de s'éloigner, de fuir. Mais ses pieds ne bougeaient pas. Elle regarda son téléphone, espérant capter un signal, n'importe quoi pour la sortir de cette folie. Mais à cet instant, l'écran s'alluma tout seul. Une notification étrange apparut, appel entrant. Son cœur s'arrêta. Elle ne reconnaissait pas le numéro. Mais avant qu'elle puisse réfléchir, son pouce glissa sur l'écran, acceptant l'appel. Clara. Cette voix? Ce n'était plus un murmure. C'était une voix claire,
sinistre, qui semblait résonner à l'intérieur même de son crâne. Une terreur glaciale s'empara d'elle, mais il était trop tard. La crevasse devant elle semblait la tirer vers elle, comme un aimant attirant une pièce de métal. Le sol se déroba sous ses pieds, et elle tomba dans cette obscurité sans fin. La forêt retrouva son calme. Le silence régna à nouveau, comme si rien d'inhabituel ne s'était passé. Quelques heures plus tard, la mère de Clara, inquiète de ne pas la voir revenir, appela les secours. Ils fouillèrent la forêt pendant des jours, sans rien trouver. Pas un seul indice, pas une trace. Sauf son téléphone. Abandonné au milieu de la clairière. L'appareil semblait intact, mais ce qui terrifia les enquêteurs fut la dernière chose qu'ils entendirent sur l'enregistrement. Un bruit sourd, profond, comme un vent ancien, et une voix lointaine, presque imperceptible, murmurant encore et encore le nom de Clara. Certains disent que c'était la forêt elle-même qui l'a appelée, d'autres parlent d'un esprit ancien qui erre dans ces bois depuis des siècles. Mais une chose est sûre, Clara n'a jamais été retrouvée. Et, de temps en temps, ceux qui osent s'aventurer trop loin dans la forêt de chênes noirs prétendent encore entendre une voix, douce et invitante, les appelant par leur nom. Si vous entendez ce murmure, n'y répondez jamais. Le dernier message. Joao était un homme simple, vivant dans une petite ville où tout le monde se connaissait. C'était un endroit tranquille, presque endormi, où les plus grands drames étaient les commérages sur le dernier mariage ou les nouvelles du marché local. Pourtant, ce qui s'est passé avec Joao allait marquer cette ville pour toujours. Tout a commencé un soir comme les autres. Joao, habituellement calme et discret, se montrait de plus en plus agité ces derniers jours. Ses proches avaient remarqué son comportement inhabituel, mais avaient mis cela sur le compte du stress ou de la fatigue. Après tout, il travaillait dur pour subvenir aux besoins de sa petite famille. Ce soir-là, cependant, quelque chose était différent. Il semblait distrait, constamment en train de regarder par-dessus son épaule, comme s'il s'attendait à voir quelque chose, ou quelqu'un. Avant de disparaître, Joao envoya un message étrange à sa famille, un simple SMS qui semblait sorti d'un cauchemar. « Je les vois. Ils arrivent. » Sa femme, Sofia, lut le message avec une inquiétude croissante. Elle tenta immédiatement de l'appeler, mais aucune réponse. Un frisson d'angoisse glissa dans son dos. Où pouvait-il être? Qui était-il? Sofia envoya plusieurs messages, l'appelant, mais tout restait sans réponse. Elle décida d'attendre un peu, se disant qu'il finirait par rentrer. Mais ce fut la dernière fois qu'elle entendit parler de Joao. Les heures passèrent. Minuit approchait et l'inquiétude de Sofia se transforma en panique. Elle appela la police, signalant sa disparition. Les autorités prirent son appel au sérieux, car Joao n'avait jamais manqué de rentrer chez lui, surtout sans prévenir. Une recherche fut immédiatement lancée, mais la ville était endormie, ses rues désertes. Les patrouilles sillonnèrent les routes, demandant aux rares passants s'ils avaient vu quelque chose. Mais personne n'avait aperçu Joao ce soir-là. Le lendemain matin, une équipe d'enquêteurs analysa les caméras de surveillance des rues proches de la maison de Joao. Ce qu'ils découvrirent allait hanter les esprits de tous ceux qui le virent. Sur les vidéos, Joao apparaissait, courant à travers les rues sombres, son visage marqué par une terreur indescriptible. Ses yeux étaient grands ouverts, ses traits tirés, comme s'il fuyait quelque chose d'invisible. Pourtant, sur la vidéo, il n'y avait personne derrière lui. Rien, sauf l'obscurité et le silence de la nuit. Ses pas résonnaient lourdement sur le pavé, mais aucune trace de ce qui le poursuivait. À un moment donné, Joao s'arrêta net, regardant fixement quelque chose hors du cadre de la caméra, son visage se figeant dans une expression de pure horreur. Ses lèvres bougèrent, comme s'il parlait ou murmurait quelque chose. Puis, brusquement, il reprit sa course, disparaissant au coin de la rue. Ce fut la dernière fois que quelqu'un le vit. La vidéo, bien que terrifiante, ne donnait aucun indice sur ce qui avait pu effrayer Joao à ce point. Les enquêteurs repassèrent les images encore et encore, cherchant le moindre détail, mais en vain. Il n'y avait personne. Pas un bruit, pas un mouvement, rien qui puisse expliquer sa panique. Pourtant, Joao avait clairement vu quelque chose. Il courait pour sa vie, mais de quoi? Les jours suivants, la ville entière fut en émoi. Les rumeurs circulaient, chacune plus effrayante que la précédente. Certains disaient que Joao avait vu des ombres qui n'étaient pas humaines, d'autres parlaient de créatures tapies dans l'obscurité, invisibles aux yeux des simples mortels, mais parfaitement visibles pour ceux qu'elle avait choisis comme proie. Sofia, désespérée, refusait de croire que Joao avait disparu sans laisser de traces. Elle se raccrochait à l'espoir que quelque chose l'avait simplement poussé à fuir, mais qu'il finirait par rentrer. Pourtant, au fond d'elle, elle savait que quelque chose d'autre s'était passé. Chaque nuit, elle entendait des bruits dans la maison. De légers pas,
comme si quelqu'un, ou quelque chose, se déplaçait silencieusement dans les couloirs. Quand elle se levait pour vérifier, il n'y avait personne. Juste le froid et l'obscurité. Puis, il y eut les bruits de pas dans la rue. Les premiers à s'en plaindre furent les voisins de Joao. Ils racontaient qu'à la tombée de la nuit, alors que la ville s'endormait, ils entendaient des pas rapides derrière eux lorsqu'ils marchaient seuls dans les ruelles désertes. Quand ils se retournaient, il n'y avait personne. Au début, ils crurent que c'était simplement leur imagination, un effet de la peur collective. Mais les témoignages se multiplièrent. Certains disaient qu'ils pouvaient sentir une présence, une ombre se rapprochant d'eux, comme si elle les guettait, prête à bondir. Un soir, un adolescent qui avait pris l'habitude de marcher tard la nuit raconta avoir entendu des pas précipités juste derrière lui. Pris de panique, il se mit à courir sans se retourner, mais les bruits de pas accéléraient à mesure qu'il accélérait. C'était comme si quelque chose le suivait de près, prêt à l'attraper. Quand il atteignit enfin sa maison, essoufflé, il jeta un coup d'œil derrière lui, et ne vit personne. Mais ce qu'il entendit alors le fit frissonner jusqu'aux os, une voix chuchotante, faible mais claire, murmurant son nom, comme un écho lointain. Cette voix n'était pas humaine. Les disparitions ne se sont pas arrêtées avec Joao. Quelques semaines plus tard, une autre personne disparut. Puis une autre. Chaque fois, la même chose. Des messages énigmatiques envoyés à des proches, des courses frénétiques capturées par les caméras de sécurité, et ces bruits de pas, ces terribles bruits de pas qui semblaient ne jamais s'arrêter. Il devint évident pour les habitants que quelque chose rôdait dans la ville. Invisible, insaisissable, mais terriblement réel. Et, étrangement, chaque personne qui disparaissait semblait avoir eu la même vision que Joao, ils voyaient eux. Mais personne ne savait vraiment qui ou quoi ils étaient. Sofia, elle, ne cessa jamais de chercher des réponses. Elle revint sur les traces de Joao, cherchant des indices, des explications. Mais chaque nuit, alors qu'elle marchait seule dans la ville déserte, elle sentait cette présence derrière elle. Ces pas, ce murmure, cette sensation glaçante qu'elle n'était jamais vraiment seule. Et un soir, alors qu'elle marchait dans les ruelles sombres, le téléphone de Sofia vibra. Elle reçut un message, exactement comme celui que Joao avait envoyé avant de disparaître. Son cœur s'arrêta un instant en voyant les mots s'afficher sur l'écran. « Je les vois. Ils arrivent. » Elle sut à cet instant que sa fin approchait. Comme Joao avant elle, elle entendit ses pas derrière elle, se rapprochant, toujours plus près. Mais cette fois, elle savait qu'il ne servirait à rien de fuir. Les pas s'arrêtèrent. Le silence se fit, épais, oppressant. Puis une voix douce, presque un murmure, résonna dans l'air glacé de la nuit. « Sofia Aviens. » Elle tourna lentement la tête, prête à affronter l'horreur qui l'attendait. L'écho dans la montagne. La montagne se dressait, majestueuse et intimidante, contre le ciel sombre du crépuscule. C'était un lieu où les légendes et les murmures anciens se mêlaient au vent glacial qui traversait les cimes. Pourtant, ce soir-là, Paula et ses amis ne prêtaient guère attention aux avertissements. Pour eux, ce n'était qu'une aventure de plus, une simple sortie en camping pour s'échapper de la routine de la ville. Personne ne savait que cette excursion allait tourner au cauchemar. Ils étaient 4. Paula, la plus aventureuse du groupe, aimait défier ses limites. Lucas, son petit ami, était un peu plus réservé, mais suivait toujours Paula dans ses folies. Clara et Mathias complétaient le groupe, prêts à profiter d'une soirée sous les étoiles. Ils avaient choisi un endroit isolé pour installer leur tente, loin des sentiers fréquentés. L'air était frais, presque mordant, et la montagne semblait les envelopper de son silence oppressant. Le soleil disparaissait lentement derrière les sommets, plongeant la vallée dans une obscurité inquiétante. Autour du feu de camp, les rires résonnaient encore, mêlés à des histoires de fantômes et de vieilles légendes. Mais sous ces éclats de voix, un autre son commençait à s'infiltrer dans la nuit. Un son lointain, discret au début, mais qui ne tarderait pas à capturer toute leur attention. « Vous entendez ça ?» demanda soudain Paula, brisant la légèreté de la conversation. Les autres se turent un instant, tendant l'oreille. Un silence lourd s'abattit sur eux. Puis, quelque part dans l'obscurité, un écho retentit. Un cri, léger, presque indistinct, comme le murmure d'une voix lointaine. Ils échangèrent des regards perplexes, mais Clara sourit pour détendre l'atmosphère. Probablement juste le vent, dit-elle. Mais Paula n'était pas convaincue. Il y avait quelque chose de trop humain dans ce son, quelque chose de familier. Le feu crépitait encore, mais la chaleur qu'il procurait semblait s'effacer, remplacée par un frisson rampant qui s'insinuait dans leur chair. Lucas posa une main sur l'épaule de Paula, essayant de la rassurer, mais elle se leva brusquement. « Je vais voir d'où ça vient, déclara-t-elle, déterminée. Lucas tenta de la retenir, mais Paula avait déjà saisi une lampe de poche et s'enfonçait dans l'obscurité,
le faisceau lumineux perçant à peine la noirceur de la forêt environnante. Les autres hésitèrent un moment, puis, ne voulant pas la laisser seule, se décidèrent à la suivre. La forêt était dense, et les arbres se dressaient comme des silhouettes menaçantes dans la nuit. Le silence qui les entourait était presque assourdissant, seulement rompu par ce cri lointain qui résonnait à nouveau, semblant toujours un peu plus loin qu'il ne l'imaginait. « Paula, attends !» cria Lucas, accélérant le pas pour la rattraper. Mais Paula était déjà trop loin, son allure rapide trahissant son inquiétude croissante. Chaque pas qu'elle faisait semblait la rapprocher de ce cri, mais lorsque les autres tentaient de la suivre, le son s'éloignait inexplicablement. Les minutes se transformèrent en heures. Paula ne répondait plus aux appels de ses amis. Le vent se levait, emportant avec lui des échos fantomatiques qui se confondaient avec le cri lointain qu'il avait entendu plus tôt. Bientôt, Lucas, Clara et Mathias réalisèrent avec horreur qu'il était perdu. Leurs lampes de poche vacillaient, projetant des ombres sinistres sur les troncs des arbres noueux. « On devrait retourner au camp, dit Mathias, la voix tremblante. Mais Clara, les larmes aux yeux, refusa d'abandonner Paula. On ne peut pas la laisser là. Elle est quelque part, elle nous appelle. Mais quelque chose n'allait pas. Plus ils suivaient cette voix, plus elle semblait irréelle, presque trop répétitive, comme un enregistrement qui se rejouerait en boucle. Ils étaient dans une boucle aussi, piégés par un labyrinthe invisible, alors que la montagne elle-même semblait les dévorer lentement. Le froid devint plus intense, mordant leur peau et s'insinuant dans leurs os. Sodain Lucas Asarida Nat. Écoutez. Murmurto. Clara et Matthias Tendrendel Oral. Un autre cri retentit, plus proche cette fois. Mais ce n'était plus un simple écho. C'était la voix de Paula, claire, désespérée. Aide-moi. Sans réfléchir, ils coururent dans la direction du son. Mais quelque chose n'allait pas. Ce cri, il venait de partout et de nulle part à la fois. Ils étaient fatigués, désorientés, et la panique commençait à s'emparer d'eux. Le groupe s'arrêta devant une falaise abrupte. L'écho de la voix de Paula semblait provenir du vide en contrebas. Lucas s'avança, le cœur battant à tout rompre. « Paula !» cria-t-il dans l'abîme. Aucune réponse. Seulement le vent glacial qui hurlait à travers les rochers, emportant avec lui le dernier souffle de l'espoir. Le lendemain matin, les secours furent envoyés. Ils retrouvèrent Lucas, Clara et Mathias, choqués, frigorifiés, mais indemnes. Paula, quant à elle, demeurait introuvable. Les recherches s'étendirent sur plusieurs jours, couvrant des kilomètres de montagne, mais aucune trace d'elle ne fut découverte. Pas de vêtements, pas de sac, rien. Comme si elle s'était évaporée dans l'air glacé de la nuit. Les semaines passèrent, et l'histoire de la disparition de Paula devint une légende locale. Mais ce qui troublait le plus les habitants, c'était ce que Clara et Mathias racontaient. Chaque nuit, alors que le vent se levait dans les montagnes, ils entendaient encore la voix de Paula, criant à l'aide, comme un écho fantomatique qui refusait de s'éteindre. Certains disaient que Paula avait été piégée par la montagne elle-même, par un esprit ancien qui l'avait appelée à travers ce cri mystérieux. D'autres pensaient qu'elle était tombée dans un ravin, que son corps reposait quelque part dans l'obscurité, et que son esprit, incapable de trouver le repos, continuait de hanter les lieux. Lucas, lui, ne dormait plus. Chaque nuit, il revivait ces moments, persuadé d'avoir échoué à sauver celle qu'il aimait. Dans ses rêves, il voyait Paula, toujours au loin, toujours hors d'atteinte, et ce cri qui résonnait sans fin dans son esprit. Un soir, des mois après la disparition, Lucas retourna dans les montagnes, seul. Il voulait affronter ce qu'il n'avait pas pu affronter ce soir-là. Il marcha des heures dans le froid glacial, jusqu'à atteindre la falaise où il avait entendu le dernier cri de Paula. Le vent soufflait fort, sifflant entre les rochers, et, une fois encore, il entendit l'écho. « Aide-moi !» Cette fois, il n'hésita pas. Lucas avança vers le bord de la falaise, le cœur lourd. Le cri se faisait plus fort, plus insistant. C'était elle, il en était certain. « Je viens, Paula » murmura-t-il, avant de faire un pas de plus dans le vide. Le lendemain, les secouristes retrouvèrent son corps au fond de la falaise, brisé par la chute. Mais ce qui troubla les enquêteurs fut ce qu'ils découvrirent dans les derniers enregistrements audio du téléphone de Lucas. Dans le vent, juste avant sa chute, on pouvait entendre clairement un cri. Un cri de femme, désespérée. « Aide-moi !» Depuis ce jour, les habitants de la ville évitent la montagne la nuit. Car, dans le silence des nuits froides, il est dit que l'on peut encore entendre deux voix qui se mêlent au vent. Celle de Paula, et maintenant celle de Lucas, piégés pour toujours dans l'écho de la montagne. Le garçon sur la photo. C'était une journée parfaite, l'une de ces journées où le ciel est sans nuages, où la mer scintille sous les rayons du soleil, et où l'air salin emplit vos poumons d'une fraîcheur revigorante.
La plage était bondée de familles profitant de la chaleur estivale, des rires d'enfants se mêlant au bruit des vagues. Pour la famille Moreau, c'était une journée comme tant d'autres, une sortie annuelle à la plage qui promettait d'être remplie de joie et de détente. Cependant, ce jour-là allait marquer le début d'un cauchemar sans fin. Lucas, le plus jeune de la famille, n'avait que 6 ans. Plein de vie, il courait partout, ses petits pieds laissant des empreintes éphémères sur le sable humide. Ses parents, Antoine et Marie, le surveillaient d'un œil bienveillant tout en profitant de la tranquillité du moment. Sa sœur aînée, Chloé, lisait un livre sous le parasol, les yeux parfois distraits par les éclats de rire de Lucas. À un moment donné, Marie décida de prendre une photo de ce moment de bonheur familial. Elle appela Lucas pour qu'il pose. « Lucas, viens ici pour la photo. Montre-moi ton plus beau sourire », cria-t-elle en riant. Le petit garçon accourut, sautillant joyeusement, et se plaça devant l'objectif. Marie, avec son téléphone à la main, immortalisa l'instant. C'est après cette photo que tout changea. Quelques minutes après avoir capturé ce souvenir, Lucas, fasciné par les vagues, courut vers l'eau. « Ne t'éloigne pas trop », lui cria Antoine, mais l'enfant, insouciant, continuait de s'approcher du bord, laissant l'eau froide caresser ses chevilles. Puis, en un instant, Lucas disparut. Il n'y eut aucun cri, aucune lutte visible contre le courant, simplement un silence soudain, lourd, comme si le monde entier avait retenu son souffle. Antoine et Marie, alertés par ce silence anormal, se levèrent brusquement. « Lucas ?» Lucas, appela Antoine, mais il n'y eut aucune réponse. Ils se précipitèrent vers l'eau, leur cœur battant à tout rompre. Les vagues, imperturbables, continuaient leur danse incessante, mais Lucas n'était nulle part. En quelques secondes, ce qui devait être une journée de bonheur se transforma en cauchemar. Antoine plongea dans l'eau, cherchant désespérément son fils, tandis que Marie appelait à l'aide. Les autres vacanciers, réalisant la panique qui s'installait, se joignirent aux recherches, formant une chaîne humaine dans l'espoir de retrouver l'enfant. Mais Lucas avait disparu, comme englouti par la mer elle-même. Les heures passèrent. Les secours furent appelés, des plongeurs fouillèrent les profondeurs, mais rien, pas la moindre trace. Lucas s'était évaporé, comme si la mer l'avait avalé sans laisser de vestige. La famille, dévastée, resta sur la plage, refusant de partir tant qu'il y avait un mince espoir. Mais au coucher du soleil, quand l'obscurité enveloppa la plage, il devint évident que Lucas ne reviendrait pas. La police ouvrit une enquête, mais sans corps, sans indice, la disparition resta un mystère total. Marie et Antoine, anéantis par le chagrin, retournèrent chez eux, emportant avec eux seulement des souvenirs brisés et une photo prise quelques minutes avant que tout ne bascule. C'est en regardant cette photo que tout commença à devenir encore plus étrange. Sur l'image, Lucas souriait, innocent et insouciant, mais derrière lui, à une certaine distance dans l'eau, une silhouette sombre se dessinait. Elle était floue, indistincte, mais clairement présente. Marie, d'abord incrédule, pensa à une erreur de lumière ou à un simple baigneur que son esprit troublé n'avait pas remarqué. Mais plus elle fixait cette figure, plus elle sentait un malaise profond l'envahir. Quelque chose dans cette silhouette n'était pas normal. Elle semblait observer Lucas, silencieuse et menaçante. Avec le temps, Marie montra la photo à Antoine, et lui aussi ressentit cette sensation étrange. Qui que ce soit, cette silhouette ne semblait pas humaine. Ses contours étaient déformés, presque comme une ombre. Les jours passèrent, mais cette image ne quittait pas l'esprit de Marie. Alors, par désespoir, elle décida de retourner sur la plage, espérant y trouver des réponses. Elle revint, armée de son téléphone, prenant des photos du même endroit, encore et encore. Et à chaque cliché, la silhouette réapparaissait. Toujours floue, toujours dans l'eau, mais à chaque fois plus proche, comme si elle avançait lentement vers l'objectif. La troisième fois qu'elle y retourna, la silhouette était si près que l'on pouvait presque distinguer un visage, ou plutôt une absence de visage, une sorte de vide obscur à la place des traits humains. Les cauchemars commencèrent peu après. Marie se réveillait en sueur, son cœur battant à tout rompre, avec une seule image en tête, Lucas, debout dans l'eau, tendant la main vers elle, tandis que cette silhouette sombre se tenait derrière lui, comme une ombre prête à l'engloutir. Antoine commença à avoir les mêmes rêves, et même Chloé, silencieuse depuis la disparition de son frère, confia à ses parents qu'elle voyait une ombre dans ses rêves, une ombre qui lui murmurait de venir jouer près de l'eau. Les habitants de la région commencèrent à parler. Plusieurs familles ayant visité la même plage rapportèrent des incidents similaires. Des photos dans lesquelles une silhouette indistincte apparaissait dans l'arrière-plan, toujours près de l'eau, toujours fixant l'objectif. Certains disaient entendre des murmures lorsque le vent soufflait du côté de la mer, des voix d'enfants appelant à l'aide, mêlées au bruit des vagues. Un jour, près d'un an après la disparition de Lucas,
Marie et Antoine décidèrent d'y retourner une dernière fois. Ils avaient besoin de réponses, de comprendre ce qui s'était réellement passé ce jour-là. Armés de leur téléphone, ils s'installèrent à la même place que l'année précédente. L'air était froid, bien plus froid que d'habitude pour un jour d'été, et un silence étrange régnait sur la plage. Ils prirent une photo. Le cœur de Marie s'arrêta lorsqu'elle regarda l'image. La silhouette était là, encore plus proche qu'avant, presque collée à l'objectif. Mais cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Dans l'ombre, elle distingua un bras tendu. Et au bout de ce bras, la main d'un enfant. C'était Lucas. Marie lâcha son téléphone, les larmes aux yeux. « C'est lui ? Il est là ?» murmura-t-elle, la voix brisée par l'angoisse. Antoine, pâle comme un fantôme, ne savait que faire. Ils étaient confrontés à quelque chose qui dépassait leur compréhension, quelque chose de bien plus sombre que ce qu'il avait imaginé. Cette nuit-là, dans leur maison, le téléphone de Marie vibra. Une nouvelle notification apparut, une photo, prise à la plage, sans qu'elle ne l'ait jamais envoyée à personne. Sur cette photo, la silhouette sombre tenait Lucas par la main, et cette fois, le regard de l'ombre était dirigé droit vers la caméra. Le vide de son visage semblait les observer, les traquer. Le lendemain, ils déménagèrent, incapables de rester plus longtemps près de cette plage maudite. Mais, où qu'il aille, la silhouette les suivait. À chaque photo prise, elle apparaissait, toujours plus proche, toujours plus menaçante. Comme si elle attendait le bon moment pour emporter quelqu'un d'autre dans son abîme. Aujourd'hui, personne n'ose prendre de photos sur cette plage. Car ceux qui le font risquent de découvrir que l'ombre les regarde aussi, prête à avancer, lentement mais sûrement, jusqu'à les atteindre. Le silence dans le parc. Chaque jour, à la même heure, Sarah avait l'habitude de marcher dans ce parc. C'était son refuge, un lieu où elle pouvait s'échapper du tumulte de la ville, du bruit incessant des voitures, des foules qui déambulaient sans but précis. Ici, entourée d'arbres centenaires et de chemins sinueux, elle se sentait libre, en paix, loin des tracas quotidiens. Mais ce qui avait commencé comme une simple routine allait bientôt plonger ce lieu paisible dans une atmosphère de peur et de mystère. Le parc était vaste, ancien. Ses arbres, tordus et marqués par le temps, semblaient murmurer des secrets à chaque brise. Les bancs, usés par des années de visiteurs, portaient les marques du passé, gravées dans le bois. Pourtant, malgré l'âge et l'usure, l'endroit conservait une aura apaisante, presque magique. Sarah y venait depuis des années. Chaque matin, elle empruntait le même sentier, celui qui serpentait à travers les arbres et longeait le petit lac au centre du parc. Elle s'arrêtait souvent au même banc, juste devant le lac, où elle restait silencieuse, contemplant l'eau immobile. Personne ne savait vraiment ce qu'elle cherchait dans ce silence. Certains disaient qu'elle attendait quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Mais personne ne lui posait de questions. Un jour, tout changea. C'était une matinée d'automne, froide et brumeuse. Les feuilles, jaunes et brunes, tombaient doucement des arbres, tapissant le sol d'un tapis silencieux. Sarah était partie comme à son habitude, vêtue de son manteau noir et de son écharpe rouge, ses pas légers se fondant dans le craquement des feuilles mortes. Elle n'était jamais revenue. Le soir, quand la nuit tomba et que le froid se fit plus intense, ses proches s'inquiétèrent. Sarah n'était jamais du genre à disparaître sans prévenir. Ils se rendirent au parc, appelant son nom, cherchant des indices. Mais il n'y avait rien. Rien d'autre que le silence. Le parc semblait étrangement désert, comme si le lieu lui-même retenait son souffle, attendant. La police fut appelée, une recherche fut lancée. Des patrouilles fouillèrent chaque recoin du parc, explorant les sentiers, le lac, les bois environnants. Pas une seule trace de Sarah. C'était comme si elle s'était évaporée dans l'air, avalée par les ombres du parc. Les jours passèrent, puis les semaines, et toujours aucune nouvelle. Mais ce qui suivit fut encore plus troublant. Quelques semaines après la disparition de Sarah, des rumeurs commencèrent à circuler. Des gens prétendaient l'avoir vue, marchant dans le parc, toujours à la même heure, toujours silencieuse. Mais il y avait quelque chose de différent chez elle. Elle ne semblait plus vraiment là. Ceux qui l'apercevaient racontaient qu'elle marchait, la tête baissée, ses cheveux cachant partiellement son visage, sans jamais lever les yeux, sans jamais répondre à ceux qui tentaient de l'appeler. Et lorsqu'ils tentaient de s'approcher, elle disparaissait. Littéralement. Comme une brume qui se dissipe au lever du jour. Un soir, une jeune femme, Claire, qui connaissait Sarah de vue, la vit au détour d'un sentier. Il faisait sombre, le soleil déclinait derrière les arbres, et la brume commençait à envahir le parc. Claire s'arrêta net. Sarah était là, debout à quelques mètres, immobile, fixant le sol. Claire l'appela. « Sarah ? C'est toi ? Tout le monde te cherche, que fais-tu ici ?» Mais il n'y eut aucune réponse. Sarah ne bougeait pas, elle restait figée, comme une statue.
Claire, inquiète, s'approcha doucement, ses pas résonnant faiblement sur le gravier du sentier. Quand elle arriva à seulement quelques mètres de Sarah, celle-ci leva soudainement la tête. Claire sentit un frisson glacial parcourir son corps. Les yeux de Sarah étaient vides, comme si toute lumière, toute vie, les avait quittés. Avant même que Claire ne puisse faire un pas de plus, Sarah s'évanouit. Pas de bruit, pas de mouvement. Juste, le vide. Claire recula, tremblante, les larmes aux yeux, certaine d'avoir vu quelque chose d'impossible, quelque chose d'inexplicable. Les jours suivants, d'autres témoignages similaires émergèrent. Des promeneurs solitaires, des joggeurs matinaux, tous racontaient la même histoire. Ils avaient vu Sarah, toujours au même endroit, près du lac, toujours en silence, toujours seule. Les autorités, d'abord sceptiques, commencèrent à prendre ces histoires plus au sérieux lorsqu'un policier, lors d'une ronde nocturne, affirma lui aussi avoir vu la jeune femme. Mais pourquoi ? Pourquoi Sarah apparaissait-elle ainsi, errant sans but, sans jamais prononcer un mot ? Le parc fut bientôt fermé. Trop de gens étaient venus, attirés par les rumeurs, espérant voir le fantôme de Sarah. Mais même avec les barrières, les sifflements des policiers, rien ne put arrêter les murmures. Car le mystère de Sarah persistait. La nuit, surtout lorsque le vent soufflait à travers les arbres, des voix semblaient se mêler au bruissement des feuilles. Certains disaient entendre des chuchotements. D'autres parlaient de cris étouffés, comme si quelqu'un essayait d'appeler à l'aide, mais que le son était étouffé, perdu dans le vent. Un groupe d'amis, intrépides, décida d'enquêter par eux-mêmes. Ignorant les interdictions, ils escaladèrent les barrières du parc une nuit de pleine lune. Armés de torchers et de caméras, ils parcoururent les sentiers en riant nerveusement, convaincus que tout cela n'était qu'une histoire inventée pour effrayer les curieux. Ils atteignirent finalement le lac, là où Sarah avait été aperçue plusieurs fois. Le silence était assourdissant. Ils s'arrêtèrent au bord de l'eau, scrutant l'obscurité autour d'eux. Puis, soudain, l'un d'eux pointa sa lampe vers l'autre rive. « Regardez, cria-t-elle. » Ils la virent. Sir. Elle était là, debout, immobile, regardant vers le sol. L'un des amis, téméraire, décida de s'approcher. « Ce n'est qu'un jeu, une illusion, rien de plus, murmura-t-il, rassurant les autres. » Mais alors qu'il avançait, Sarah leva lentement la tête. Ses yeux étaient toujours aussi vides, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Une expression de douleur, de souffrance indicible déformait son visage. Elle ouvrit la bouche, comme pour crier, mais aucun son n'en sortit. Puis, comme à chaque fois, elle disparut. Le groupe, terrifié, quitta précipitamment le parc. Ce qu'il avait vu ne relevait pas d'une simple illusion. Il savait que quelque chose de plus sombre, de plus ancien, hantait ce parc. Une présence invisible, indétectable, qui retenait Sarah prisonnière, incapable de s'échapper. Aujourd'hui encore, malgré les années qui ont passé, le parc reste fermé. Mais ceux qui vivent près de ces grilles jurent que les nuits de brume, on peut encore entendre des pas légers sur les sentiers, comme si quelqu'un marchait, cherchant désespérément une sortie. Ceux qui s'approchent trop des barrières disent entendre des chuchotements, des voix à peine audibles qui appellent à l'aide. Sarah est-elle toujours là, piégée entre deux mondes, errant sans fin dans ce parc maudit ? Ou est-ce le parc lui-même qui est devenu un lieu d'oubli, où les âmes perdues se fondent dans les ombres des arbres, condamnées à un silence éternel ? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, le silence dans le parc n'est jamais vraiment complet. Il est rempli de murmures, de chuchotements, et d'une présence qui attend. Toujours là, entre les arbres, attendant quelque chose, ou quelqu'un. L'ombre à la fenêtre. Tout a commencé une nuit ordinaire, comme toutes les autres. Ricardo, un jeune homme sans histoire, menait une vie simple et paisible dans une petite maison à la périphérie de la ville. Entourée de forêts denses et de collines silencieuses, sa maison était le dernier bastion avant le vide de la nature sauvage. C'était une demeure modeste, mais confortable, un refuge pour Ricardo après de longues journées de travail. Ce soir-là, il avait laissé la fenêtre de sa chambre légèrement entr'ouverte, pour profiter de la fraîcheur de la nuit. Il s'endormit paisiblement, sans se douter que cette nuit serait la dernière qu'il passerait dans son propre lit. À 3 heures du matin, un étrange silence envahit la maison. Pas un bruit de vent, ni de cri d'animal nocturne. Le silence était lourd, oppressant, comme si le monde entier retenait son souffle. Soudain, un léger grincement se fit entendre. La fenêtre, que Ricardo avait fermée à moitié, s'ouvrit lentement, sans la moindre brise pour justifier son mouvement. Une main sombre et déformée apparut sur le rebord de la fenêtre, suivie par une silhouette indiscernable. Mais personne n'était là pour le voir. Pas un témoin. Ricardo avait disparu. Le lendemain matin, ce fut un voisin qui découvrit l'étrange scène. La porte d'entrée de la maison de Ricardo était fermée, comme d'habitude.
Mais lorsqu'il fit le tour pour vérifier la fenêtre de la chambre, il remarqua quelque chose de terriblement anormal. La fenêtre était grande ouverte. Ce qui attira immédiatement son attention fut la marque. Une empreinte de main, noire comme de l'encre, marquait le verre de la fenêtre. Elle semblait gravée, incrustée dans le matériau. Une sensation de malaise s'insinua dans le voisin, qui recula immédiatement. Les jours qui suivirent furent un tourbillon d'inquiétude et d'incompréhension. La police fut alertée, mais aucune piste ne put être trouvée. Ricardo semblait s'être évaporé. Pas de traces de lutte, pas de cris entendus, rien d'anormal à part cette sinistre empreinte sur la fenêtre. Les voisins, quant à eux, commençaient à murmurer des choses étranges. Certains affirmaient avoir vu une ombre, la nuit du drame, juste à l'extérieur de la fenêtre. Une silhouette immobile, fixant la maison comme un prédateur guettant sa proie. Puis, une nouvelle rumeur fit surface. Quelques jours après la disparition de Ricardo, plusieurs voisins rapportèrent avoir vu, à 3 heures précises du matin, la fenêtre de sa chambre s'ouvrir d'elle-même. Sans vent, sans intervention humaine. Et pire encore, une ombre semblait se tenir à l'extérieur, observant attentivement l'intérieur de la maison, comme si elle cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Les événements se répétèrent nuit après nuit. Toujours à la même heure. Toujours avec cette même silhouette à la fenêtre. Les gens commencèrent à éviter de passer près de la maison à la nuit tombée. Personne n'osait en parler ouvertement, mais tout le monde savait que quelque chose d'étrange, de surnaturel, entourait la disparition de Ricardo. Une nuit, Carmen, la sœur cadette de Ricardo, décida de retourner dans la maison familiale. Le mystère de la disparition de son frère la rongeait. Elle ne pouvait se résoudre à accepter l'idée qu'il avait simplement disparu sans laisser de traces. Armée de son courage et de sa détermination, elle pénétra dans la maison désertée, cherchant des réponses. La maison était étrangement intacte, comme si Ricardo pouvait revenir d'un moment à l'autre. Rien n'avait bougé, à l'exception de cette maudite fenêtre, ouverte comme si elle attendait quelque chose. Le silence régnait dans la maison, lourd et oppressant, semblable à celui de la nuit de la disparition. À 3 heures du matin, Carmen, qui s'était installée dans le salon, entendit un léger bruit provenant de l'étage. Un grincement, puis un souffle, glacé. La fenêtre. C'était elle, encore une fois. Le bruit la fit frissonner, mais elle rassembla son courage et monta les escaliers. Arrivée devant la chambre de Ricardo, elle sentit son cœur battre la chamade. La porte était entr'ouverte, laissant filtrer un mince filet de lumière provenant de la lune. La fenêtre était ouverte en grand, et à l'extérieur, dans la pénombre, elle vit une ombre. Figée. Attendant. Son souffle se coupa. L'ombre semblait humaine, mais elle dégageait une aura d'obscurité, un vide palpable, comme si elle aspirait toute vie autour d'elle. L'ombre se tourna lentement vers elle, et même si aucun visage n'était visible, Carmen sentit qu'elle la regardait. Ses jambes fléchirent sous l'effet de la terreur, mais elle ne bougea pas. Elle était clouée sur place, incapable de fuir ou de détourner le regard. Sodain l'ombra vanca. À travers la fenêtre, elle se glissa à l'intérieur de la pièce, se mouvant avec une lenteur délibérée, comme si elle savourait chaque instant de la peur de Carmen. La lumière de la lune sembla s'éteindre autour d'elle, plongeant la chambre dans une obscurité totale. Dans un dernier élan de désespoir, Carmen hurla le nom de son frère, Ricardo. L'ombre s'arrêta brusquement. Un murmure indistinct se fit entendre, un son lointain et étranger, comme si plusieurs voix se superposaient. Puis, dans un souffle glacial, l'ombre se retira brusquement, disparaissant par la fenêtre comme elle était venue, emportant avec elle le silence et la noirceur. Carmen tomba à genoux, haletante, les larmes coulant le long de ses joues. Quelque chose avait répondu à son appel, quelque chose d'incompréhensible et d'inexplicable. Elle quitta la maison cette nuit-là, sans regarder en arrière, mais avec la certitude que l'ombre reviendrait. Elle ne cherchait pas seulement Ricardo. Elle cherchait quelqu'un d'autre. Les nuits suivantes, les voisins rapportèrent des phénomènes encore plus troublants. Non seulement la fenêtre continuait de s'ouvrir à 3 heures du matin, mais maintenant, ils entendaient des bruits venant de l'intérieur de la maison, des pas, des murmures, des grattements. C'était comme si la maison elle-même était devenue vivante, ou pire, hantée par une présence malveillante. Un soir, un groupe d'amis, poussé par la curiosité morbide, décida de pénétrer dans la maison pour capturer des preuves. Ils installèrent des caméras et attendirent. À exactement 3 heures du matin, la fenêtre s'ouvrit comme d'habitude. Mais cette fois, l'ombre n'était plus à l'extérieur. Elle était là, dans la maison, les observant. Les caméras enregistrèrent des mouvements inexplicables, des formes sombres glissant dans les coins, et des voix qui chuchotaient leur nom. Le lendemain, les enregistrements furent visionnés. Sur la dernière séquence,
Avant que les caméras ne s'éteignent brusquement, on pouvait voir une silhouette dans le reflet de la fenêtre, juste derrière l'un des amis. Une main noire se posait lentement sur son épaule. La maison fut finalement condamnée, et les voisins cessèrent de s'approcher. Mais les rumeurs persistaient. Certaines nuits, si vous tendez l'oreille, vous pouvez encore entendre des bruits étouffés, des murmures provenant de l'intérieur. Et à 3 heures du matin, la fenêtre s'ouvre toujours. L'ombre, elle, est toujours là, à attendre. Mais cette fois, elle ne se contente plus de regarder. Elle veut plus. Elle veut quelqu'un d'autre. Et si un jour vous passez près de cette maison et sentez un regard pesant sur vous, fuyez. Ne vous retournez jamais. Parce que l'ombre pourrait bien vous choisir comme prochaine victime. Le train qui n'est jamais arrivé. C'était une nuit sombre et pluvieuse, une de ces nuits où le monde semble se taire, où les rues se vident et où l'air est saturé de mystère. Béatrice, une jeune femme ordinaire, rentrait chez elle après une longue journée de travail. Le dernier train de la nuit l'attendait à la gare. C'était un trajet qu'elle connaissait bien, un itinéraire qu'elle empruntait presque tous les jours sans jamais s'inquiéter. Ce soir-là, pourtant, un étrange malaise l'envahit dès qu'elle mit le pied sur le quai. Le silence était pesant, comme si la ville elle-même avait cessé de respirer. Les lumières de la gare clignotaient faiblement, projetant des ombres vacillantes sur les murs usés par le temps. Béatrice consulta son téléphone. 22h47, elle envoya un rapide message à sa famille, « J'arrive dans 15 minutes. À tout de suite. » Puis, elle attendit le train. Lorsque le train apparut au loin, son cœur battit légèrement plus vite. Il y avait quelque chose d'étrange dans la façon dont il s'approchait. Le son des rails semblait plus étouffé, comme si le train glissait sans réellement toucher le sol. Les phares jaunes perçaient à peine la brume épaisse qui enveloppait la gare. Béatrice frissonna, mais elle secoua la tête, se convainquant que c'était juste la fatigue qui jouait avec ses nerfs. Le train s'arrêta dans un grincement métallique, à sa grande surprise, les portes s'ouvrirent sur un wagon vide. Pas une âme à l'intérieur, alors que d'habitude, même à cette heure tardive, quelques passagers somnolents occupaient les sièges. Elle hésita une fraction de seconde, mais la pluie qui tombait à l'extérieur la poussa à entrer. Une fois à bord, les portes se fermèrent avec un claquement sourd. Le train démarra doucement, et Béatrice s'installa près d'une fenêtre, fixant le paysage urbain défilant dans la nuit. Mais bientôt, quelque chose d'étrange attira son attention. Le reflet de son propre visage dans la vitre semblait flou, comme si l'image se déformait. Elle frotta la fenêtre, pensant que de la condensation brouillait sa vision, mais le reflet resta étrangement distant. C'était comme si ce n'était plus vraiment elle dans le verre, mais une version d'elle-même, perdue quelque part, hors de portée. Le train continuait sa course, mais le trajet semblait plus long que d'habitude. Chaque minute qui passait rendait l'atmosphère plus oppressante. Les lumières dans le wagon vacillaient légèrement, et un bruit sourd se fit entendre, comme si quelque chose ou quelqu'un bougeait à l'autre bout du train. Béatrice se redressa, tendue, scrutant l'obscurité du wagon. Il n'y avait pourtant personne à part elle. Elle tenta de se rassurer, de se dire que c'était probablement un rat ou un simple craquement de la vieille structure du train. Mais au fond d'elle, une peur sourde grandissait. Elle vérifia de nouveau l'heure sur son téléphone. 23h15, plus de 20 minutes s'étaient écoulées, alors qu'elle n'aurait dû mettre que 15 minutes pour arriver chez elle. Son cœur se serra. Quelque chose n'allait pas. Elle envoya un message à sa mère, « Le train semble plus lent. Je suis inquiète. Je devrais déjà être arrivée. » Aucun accusé de réception. Elle regarda son téléphone. Pas de réseau. Ce n'était pas inhabituel dans le métro, mais cette fois, c'était différent. L'air même semblait chargé d'une énergie étrange, comme si elle était coupée du monde extérieur. Puis, soudain, une voix résonna dans le haut-parleur du wagon. Une voix grave, presque mécanique, dénuée d'émotion. Prochain arrêt, terminus. Mais Béatrice connaissait bien cette ligne, et il n'y avait pas de station nommée terminus. Un frisson glacé parcourut son échine. Le train accéléra brusquement, les lumières vacillèrent violemment, et l'atmosphère devint de plus en plus suffocante. Elle se leva, paniquée, et se précipita vers les portes, tentant de les ouvrir, mais elles restèrent solidement verrouillées. À travers les fenêtres, la ville avait disparu. Le train semblait maintenant se déplacer à une vitesse vertigineuse à travers un tunnel interminable, un gouffre de ténèbres. Plus de bâtiments, plus de lumière extérieure. Juste l'obscurité, dense et oppressante. Béatrice sentit une présence derrière elle. Lentement, elle se retourna, et son cœur manqua un battement. Une silhouette sombre, indistincte, se tenait au fond du wagon. Elle ne bougeait pas, mais Béatrice pouvait sentir son regard perçant à travers les ombres. La forme était humaine, mais déformée, comme si elle n'appartenait pas à ce monde. La silhouette se mit à avancer lentement, sans bruit, glissant presque sur le sol.
Béatrice recula, son souffle devenant de plus en plus court. La panique la saisit. Elle frappa violemment sur les portes, criant à l'aide, mais sa voix se perdit dans le bruit sourd du train et de l'obscurité qui semblait l'avaler. Elle comprit alors. Ce n'était pas un simple retard de train. Elle n'était plus sur la ligne habituelle. Elle était piégée, quelque part entre deux mondes, dans ce que les anciens murmuraient comme étant « le train des âmes perdues ». Une légende que les plus vieux habitants de la ville racontaient parfois autour d'un feu, mais que tout le monde considérait comme un simple mythe. Le train qui ne transporte plus les vivants, mais les âmes perdues. Béatrice sentit son corps s'engourdir, ses forces l'abandonnaient. La silhouette approchait, et avec elle, un froid glacial envahissait l'air. À cet instant précis, elle sut qu'elle ne reverrait jamais sa famille. Elle se rappela de son dernier message, « J'arrive dans 15 minutes ». Mais elle n'arriverait jamais. Le temps s'était arrêté pour elle. Au petit matin, sa famille, inquiète, tenta de la joindre à plusieurs reprises. Aucun signe de Béatrice. Ils se rendirent à la gare, mais il n'y avait aucune trace d'elle. Les caméras de surveillance furent vérifiées. Le train de 22h47 était bien arrivé à la gare, mais il était vide. Aucune Béatrice à bord. Comme si elle n'avait jamais existé. Cependant, quelque chose d'étrange apparut sur les images des caméras. Juste avant que le train ne disparaisse du champ de la caméra, une ombre, floue et indistincte, semblait se former dans l'un des wagons. Une forme humaine, mais incomplète. Comme un fantôme piégé dans une boucle sans fin. Depuis cette nuit, plusieurs témoignages circulent. Des voyageurs affirment que parfois, tard dans la nuit, un train vide passe dans les gares, sans s'arrêter. À travers les vitres sales, certains jurent voir une silhouette, une jeune femme assise près d'une fenêtre, fixant le vide avec des yeux remplis de terreur. Mais quand le train disparaît dans le tunnel, elle disparaît aussi, comme un souvenir éphémère, un écho d'une âme perdue dans les méandres du temps. Béatrice ne reviendra jamais. Elle fait désormais partie du train. Celui qui ne transporte plus des corps, mais des âmes errantes, condamnées à errer pour l'éternité, sans jamais atteindre leur destination. La voix au téléphone. C'était une soirée ordinaire chez la famille de Marcos. Rien n'aurait pu laisser présager l'horreur qui allait se dérouler. Les jours étaient tranquilles, comme toujours, mais ce soir-là, un froid inexplicable envahissait la maison. La chaleur habituelle de l'ambiance familiale semblait absente, remplacée par un silence pesant qui s'étirait comme une ombre au-dessus de chaque membre de la famille. Marcos, assis dans le salon, feuilletait distraitement un magazine, sans vraiment prêter attention à son contenu. Ses parents étaient dans la cuisine, discutant à voix basse, et sa sœur cadette jouait dans sa chambre. Le calme du moment fut soudain interrompu par une sonnerie stridente. Un son banal, une sonnerie de téléphone, mais qui dans ce contexte, semblait plus sinistre qu'à l'accoutumée. Marcos jeta un regard vers l'appareil posé sur la table basse. Le numéro qui s'affichait sur l'écran était inconnu. Sans réfléchir, il décrocha. Sa famille n'y prêta pas attention, ce genre d'appel était fréquent. Mais cette fois, dès qu'il porta le téléphone à son oreille, quelque chose changea dans son expression. « Allô » demanda-t-il d'une voix hésitante. Le silence régnait à l'autre bout de la ligne, si profond qu'on aurait pu croire que l'appel avait été coupé. Pourtant, Marcos restait figé, les yeux écarquillés, comme pétrifié par une force invisible. Une voix finit par briser le silence, basse, presque imperceptible, mais chaque mot semblait s'insinuer dans son esprit comme des murmures venimeux. La famille ne sut jamais exactement ce qui avait été dit à Marcos, mais ils se souviendront toute leur vie de ce qui suivit. Brusquement, il hurla « Non » avec une terreur si pure qu'elle glaça le sang de sa mère, qui accourut aussitôt depuis la cuisine. La ligne coupa instantanément, le téléphone tomba au sol avec un bruit sourd, mais Marcos, lui, avait disparu. C'était comme s'il s'était évaporé dans l'air. Pas de traces de lutte, pas de portes ou de fenêtres ouvertes. Un instant, il était là, et l'instant d'après, il n'y avait plus rien. Sa mère, sous le choc, chercha son fils dans toute la maison, puis dans le jardin, appelant désespérément son nom, mais tout ce qu'elle pouvait entendre était le bourdonnement inquiétant du vent. Aucun signe de Marcos. La police fut appelée rapidement. Les officiers inspectèrent la maison de fond en comble, examinèrent les relevés téléphoniques, mais ce qu'ils découvrirent ne fit qu'amplifier l'angoisse de la famille. Le numéro qui avait appelé Marcos appartenait à une ligne déconnectée, depuis plus de 20 ans. Un téléphone qui n'existait plus, qui n'aurait jamais pu passer un appel. Les enquêteurs, incrédules, tentèrent d'expliquer cette anomalie. Peut-être un problème technique, une erreur dans le système. Mais la vérité était bien plus sombre, bien plus effrayante que toute explication rationnelle. Les jours passaient, et la famille de Marcos s'enfonçait dans une douleur insoutenable. Sa disparition demeurait un mystère total.
Pas de corps, pas de piste. Rien. Comme s'il avait été effacé de ce monde en une fraction de seconde. Mais alors que les semaines s'écoulaient, quelque chose de plus troublant encore se produisit. Chaque soir, à 22h pile, le téléphone sonnait. Toujours le même numéro, toujours celui qui avait appelé la nuit de la disparition de Marcos. Les premières nuits, ses parents avaient tenté de répondre, espérant, malgré tout, entendre la voix de leur fils. Mais chaque fois qu'il décrochait, le même silence oppressant remplissait l'appareil. Ce silence semblait presque vivant, comme une présence qui les observait à travers la ligne, attendant, guettant. Les appels devinrent une torture quotidienne. La mère de Marcos, désespérée, refusait de décrocher à nouveau, terrifiée par ce qu'elle pourrait entendre. Son mari, quant à lui, essaya plusieurs fois de contacter l'opérateur, cherchant des réponses, mais à chaque fois, on lui confirmait que ce numéro était impossible à joindre. Il n'existait pas. Pourtant, la sonnerie continuait, implacable. Chaque nuit, à 22h, elle retentissait dans la maison, un rappel cruel que Marcos n'était plus là, et que quelque chose d'autre l'avait remplacé. Une nuit, alors que la famille était réunie dans le salon, le téléphone sonna à nouveau. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. La sonnerie, habituellement claire et nette, semblait déformée, comme si elle provenait d'un autre monde, d'un endroit lointain où les lois de la réalité n'avaient plus cours. Le père de Marcos, épuisé par l'angoisse et la culpabilité, prit une décision désespérée. Il décrocha. Le silence était toujours là, oppressant. Mais alors, une voix se fit entendre, faible, presque inaudible. « Papa !» Le cœur de l'homme manqua un battement. C'était la voix de Marcos. Sa voix, reconnaissable entre mille. Mais elle était différente, comme si elle provenait de très loin, d'un endroit sombre et froid. « Papa, aide-moi !» Avant qu'il puisse répondre, la ligne se coupa. Le père de Marcos resta figé, le téléphone toujours dans la main, ses yeux remplis de larmes. Il savait que ce qu'il avait entendu n'était pas un rêve, pas une hallucination. C'était bien la voix de son fils, quelque part, piégé dans un endroit auquel il ne pouvait pas accéder. Dès lors, les choses devinrent encore plus étranges. Des objets disparaissaient dans la maison, des murmures résonnaient dans les couloirs la nuit, et chaque soir, à 22h, la voix de Marcos se faisait entendre au téléphone, demandant de l'aide, pleurant, suppliant sa famille de le sauver. La terreur s'installa définitivement. Personne ne savait quoi faire, personne ne comprenait ce qui se passait. Était-ce réellement Marcos qui parlait au téléphone, ou bien une entité maléfique jouant avec leurs émotions, se nourrissant de leur douleur? Les nuits devinrent insupportables. La mère de Marcos tomba malade, rongée par le chagrin et l'angoisse, tandis que le père sombrait dans une obsession dévorante, déterminé à découvrir la vérité. Il consulta des médiums, des experts en paranormal, mais tous arrivèrent à la même conclusion troublante. Quelque chose, une force mystérieuse, s'était emparée de leur fils à travers cet appel maudit. Une force qui défiait toute logique, toute explication rationnelle. Finalement, après des mois de tourments, la famille de Marcos quitta la maison, incapable de supporter plus longtemps cette présence invisible qui les hantait. Mais même après leur départ, les légendes persistèrent. Les nouveaux occupants de la maison rapportèrent avoir entendu la sonnerie d'un téléphone, toujours à 22h, bien qu'il n'ait jamais installé de ligne fixe. La maison, désormais vide, était devenue un lieu de curiosité morbide. Les gens s'y rendaient pour tenter de capturer un fragment de ce mystère, mais tous repartaient avec le même sentiment d'inconfort et de peur. Et chaque soir, à 22h, une sonnerie résonnait dans l'air, rappelant que quelque part, entre deux mondes, une voix désespérée continuait d'appeler, attendant une réponse qui ne viendrait jamais. La piste qui n'existe pas. C'était censé être une simple aventure. Une randonnée comme tant d'autres. Moi et mes 4 amis, tous avides de nature et de sensations fortes, avions décidé de passer un week-end en montagne, loin du tumulte de la ville. L'idée était simple, profiter du plein air, décompresser et surtout, explorer une nouvelle piste, réputée pour sa beauté sauvage et ses panoramas époustouflants. Mais ce que nous ignorions, c'est que cette piste allait devenir notre pire cauchemar, une expérience que nous n'oublierions jamais. Nous étions partis tôt le matin, excités à l'idée de découvrir cette fameuse piste, celle que peu de gens avaient parcourue. Les habitants du village en contrebas nous avaient vaguement parlé d'une légende locale, d'une piste mouvante, mais nous n'y avions pas prêté attention. Après tout, qui croit vraiment aux vieilles histoires racontées pour effrayer les touristes? Nous étions jeunes, insouciants, et surtout, nous n'avions aucune idée de ce qui nous attendait. Dès que nous avons pénétré dans la forêt dense, une étrange sensation a commencé à s'installer. Le silence était total. Pas de chant d'oiseaux, pas de bruit d'insectes, seulement le bruissement lointain du vent à travers les arbres.
C'était comme si la forêt elle-même nous observait, comme une entité vivante qui respirait autour de nous, en attente. La première heure de marche fut paisible. Nous suivions le sentier balisé, plaisantant, prenant des photos, nous émerveillant devant la nature. Mais soudain, quelque chose changea. Le sentier, si clair et bien tracé au début, commença à s'effacer peu à peu. Les arbres, qui semblaient jusqu'alors immobiles, prenaient des postures étranges, comme s'ils se déplaçaient imperceptiblement à chaque clignement de nos yeux. « C'est bizarre, non ?» lança Lucas, l'un de mes amis, en fronçant les sourcils. Je hochai la tête, sentant une gêne croissante. Ce n'était pas seulement le chemin qui semblait différent. L'air devenait lourd, presque oppressant, et une brume légère commençait à s'élever du sol, s'enroulant autour de nos jambes comme des doigts invisibles. Puis, tout bascula. À un moment, alors que nous continuions d'avancer, le sentier disparut sous nos pieds. Nous étions là, debout au milieu de la forêt, et la piste que nous suivions quelques minutes auparavant, s'était volatilisée. Une panique silencieuse s'installa dans le groupe. On se regardait, incrédule, cherchant à comprendre ce qui se passait. « Ce n'est pas possible ? On était sur le chemin, je l'ai vu !» s'exclama Clara, une lueur de panique dans les yeux. Nous avons essayé de revenir en arrière, de retrouver nos repères. Mais plus nous marchions, plus tout autour de nous semblait identique. Les arbres semblaient s'étirer, changer de forme, et le paysage se tordait sous nos yeux. Nous n'étions plus dans une simple forêt, c'était comme si la nature elle-même se jouait de nous, modifiant l'espace, brouillant les frontières entre le réel et l'irréel. Après plusieurs heures à tourner en rond, nous avons pris la décision de nous séparer en deux groupes pour maximiser nos chances de retrouver le sentier. Une décision que je regretterai pour le reste de ma vie. Lucas et Sarah sont partis d'un côté, tandis que Clara, Hugo et moi avons pris une autre direction. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Cette forêt, cette piste, c'était plus qu'un simple dédale. Il y avait quelque chose de profondément mauvais ici, une présence que je ne pouvais pas expliquer. La brume s'épaississait à mesure que nous progressions, et les murmures, oui, des murmures s'élevaient des profondeurs de la forêt, des voix indistinctes, comme si les arbres eux-mêmes communiquaient. Chaque pas devenait plus lourd, chaque respiration plus difficile. L'air était saturé de tension, comme si la forêt nous enfermait dans un piège. Puis, après ce qui nous sembla une éternité, nous entendîmes un cri. Un cri déchirant qui résonna dans l'air. C'était Lucas. Sans réfléchir, nous courûmes dans la direction du son, mais à mesure que nous approchions, il s'éloignait, comme s'il venait de partout et nulle part à la fois. La panique monta en moi, dévorant toute rationalité. « Lucas, Sarah. Où êtes-vous » hurla Clara, sa voix brisée par la peur. Mais il n'y avait pas de réponse. Juste ce silence oppressant, et ces murmures toujours présents, plus forts, plus insistants. Et puis, nous les vîmes. Ou plutôt, nous vîmes l'endroit où ils auraient dû être. Le sol était étrange, comme si la terre avait été retournée, déformée. Des empreintes de pas disparaissaient soudainement, s'arrêtant net, comme si Lucas et Sarah avaient été arrachés du sol. Tout autour de nous, les arbres semblaient se pencher, former une sorte de cercle, comme un sanctuaire sinistre. Ils ont disparu? Ils ont été avalés par cette forêt maudite? Murmurait Hugo, sa voix tremblante. À ce moment-là, une vérité glaçante s'abattit sur nous. Cette forêt n'était pas un simple lieu. C'était une entité, une chose vivante, et elle nous traquait. Elle jouait avec nous, déformant la réalité, modifiant les chemins, nous enfermant dans son labyrinthe infernal. Et Lucas et Sarah, ils étaient perdus. Engouffrés par cette chose, le désespoir nous saisit. Nous avons couru, sans but, sans direction, cherchant désespérément une issue. Mais la forêt ne voulait pas nous laisser partir. À chaque fois que nous pensions avoir retrouvé notre chemin, il s'effaçait à nouveau. Les arbres, qui autrefois nous guidaient, étaient devenus nos geôliers. Le sol semblait mouvant, traître, et les ombres dans la brume prenaient des formes inquiétantes. Après ce qui nous parut une éternité, nous avons enfin vu une lueur à travers les arbres. C'était la sortie. Tremblants, épuisés, nous nous sommes précipités vers cette lumière, comme des naufragés accrochés à un ultime espoir. Mais au moment où nous avons franchi la lisière de la forêt, je me suis retourné une dernière fois. Et là, dans l'obscurité, j'ai vu quelque chose. Deux silhouettes, à peine visibles, se tenaient entre les arbres. Lucas et Sarah? Non. C'étaient des ombres, des formes indistinctes, mais leurs yeux brillaient d'une lueur étrange, inhumaine. Ils nous regardaient, comme s'ils faisaient désormais partie de cette forêt, absorbés par elle, devenus une part de son être. Nous avons fui. Nous n'avons jamais parlé de ce que nous avions vu ce jour-là. Quand nous avons alerté les autorités locales, ils ont fouillé la forêt.
mais ils n'ont rien trouvé. Pas de piste, pas de trace de nos amis. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Et cette piste, celle que nous avions empruntée, elle aussi avait disparu. Aucun villageois ne se souvenait de son existence. C'était comme si cette forêt, cette piste mouvante, n'avait jamais été réelle. Mais nous savons. Nous avons vu la vérité. Lucas et Sarah ne sont jamais revenus. Ils sont devenus une partie de cette forêt, et parfois, la nuit, dans mes cauchemars, je les vois encore. Leurs silhouettes sombres, leurs yeux brillants, m'observant depuis les ombres. Et je sais qu'un jour, cette forêt viendra me chercher à mon tour. La fiancée dans le miroir. Le jour de son mariage était censé être le plus beau de sa vie. Camilla, radieuse dans sa robe de mariée, avait tout préparé avec soin. Les fleurs, les invitations, et le grand miroir dans sa chambre, où elle se regardait en ajustant son voile. Tout était parfait. Mais ce jour-là, la perfection céda la place à un mystère terrifiant qui entra à jamais ceux qui ont été témoins de ce qui s'est passé. La maison de Camilla, une vieille bâtisse chargée d'histoire, se dressait à l'écart de la ville, entourée de jardins bien entretenus. Le soir de la cérémonie, le soleil se couchait sur une journée idyllique, tandis que la lune montait lentement dans le ciel, promettant une nuit paisible. Mais dans l'ombre de cette soirée de contes de fées, quelque chose de sinistre se tramait. La famille de Camilla avait tout organisé pour que le mariage soit un rêve devenu réalité. Les invités étaient impatients, les musiciens prêts, et la mariée en parfaite harmonie avec le bonheur. Mais lorsque l'heure de la cérémonie approcha, un silence étrange s'installa. Camilla était introuvable. Sa chambre était vide, son voile de mariée traînant sur le sol, et le grand miroir, qui avait été soigneusement recouvert d'un drap blanc pour l'occasion, semblait inoffensif. Les recherches commencèrent immédiatement. Les membres de la famille et les invités fouillèrent la maison, le jardin, et même les environs. Rien. Camilla avait disparu. Ce n'était pas seulement un mystère, c'était une terreur palpable, un vide inexplicable qui s'abattit sur tout le monde. Le miroir, pourtant, restait un mystère en lui-même. Les gens murmuraient que le reflet de la pièce avait changé de façon étrange. Le drap blanc qui couvrait le miroir avait été déplacé, et derrière le tissu, quelque chose d'inexplicable avait pris forme. Les jours passèrent, et malgré les recherches intensives, Camilla ne fut jamais retrouvée. La maison fut abandonnée, et les légendes commencèrent à circuler. Les voisins affirmaient que, lors des nuits de pleine lune, le miroir de la chambre de Camilla devenait un portail pour son esprit perdu. Il y avait des rumeurs selon lesquelles, si quelqu'un osait s'approcher du miroir et regarder fixement, il verrait le reflet de Camilla dans sa robe de mariée, les yeux vides, le voile couvrant son visage. Les témoignages des rares courageux qui avaient tenté l'expérience étaient effrayants. Ils décrivaient une présence glaciale, un frisson qui parcourait leur échine comme si quelqu'un se tenait juste derrière eux, mais sans qu'ils puissent voir quoi que ce soit. C'est comme si elle était là, mais seulement à travers le miroir, disait l'un d'eux, tremblant en repensant à la vision. On voit son reflet, mais ses yeux ne sont pas vivants. Ils semblent regarder à travers vous, comme si elle était en train de vous déchirer l'âme. La légende s'épaississait, et avec elle, la peur croissante de ce qui se cachait derrière le voile de mariée dans ce miroir maudit. Les gens disaient que la mariée, Camilla, avait été enlevée par une force sombre, que le voile était un symbole de sa condamnation éternelle. Et chaque pleine lune, elle apparaissait dans le miroir, une apparition sans âme, piégée dans un moment de pure terreur. La maison, désormais laissée à l'abandon, devint un lieu de fascination morbide pour les curieux et les amateurs de sensations fortes. Certains voulaient voir la légende de leurs propres yeux, attirés par la promesse d'un spectacle surnaturel. Ils entraient dans la maison avec bravoure, se dirigeant vers la chambre où Camilla avait disparu. Ne regardez pas dans le miroir, leur conseillait le vieux gardien du village, les yeux remplis de peur. Ce n'est pas un reflet que vous verrez, mais une invitation à rejoindre l'obscurité. Les témoins qui avaient osé se confronter au miroir revenaient avec des histoires de terreur. Ils parlaient d'une sensation de froid intense, de la présence d'une figure éthérée se tenant juste au-delà du miroir, un fantôme qui semblait pleurer en silence, les yeux vides et désemparés. Une nuit, un groupe de jeunes aventuriers, excités par l'idée de découvrir le mystère, pénétra dans la maison sous la lumière de la pleine lune. Ils se dirigèrent vers la chambre de Camilla, le cœur battant d'anticipation et de peur. Lorsque l'un d'eux, Alex, osa dévoiler le miroir, un silence de mort s'abattit sur la pièce. La tension était palpable, et chaque membre du groupe pouvait sentir un frisson d'appréhension. Alex, le plus courageux, s'avança pour regarder dans le miroir. Ce qu'il vit le glaça sur place. Camilla, en effet, était là, une apparition fantomatique dans sa robe de mariée, les yeux vides fixant le néant. Son visage était partiellement caché par le voile,
mais ses yeux étaient terrifiants, dénués de toute vie, pleins d'une tristesse insondable. Le miroir semblait absorber la lumière, amplifiant l'obscurité autour de la figure spectrale. Alex recula lentement, une sueur froide perlant sur son front. Le reflet de Camilla se déformait, comme si elle essayait de sortir du miroir. Une pression invisible écrasa le groupe, et un cri perça la nuit. En un instant, le groupe se dispersa dans la maison, cherchant désespérément une sortie, mais les murs semblaient se refermer sur eux. Finalement, ils réussirent à sortir de la maison, mais les effets de cette nuit resteront à jamais gravés dans leur mémoire. Alex, en particulier, fut profondément marqué par la vision de Camilla dans le miroir. Depuis ce soir-là, il ne parla plus que rarement, ses yeux devenant souvent vides, perdus dans un souvenir inexorable. La maison fut scellée, et personne ne retourna jamais à l'intérieur. Le miroir, cependant, resta un témoin silencieux de ce qui s'était passé. La légende de la fiancée disparue continua de hanter les esprits des habitants du village, et la maison, avec son miroir maudit, devint un symbole de terreur. La pleine lune, pour ceux qui osent encore regarder, révèle le reflet de Camilla, figé dans un éternel désespoir. Le voile de mariée, blanc comme la neige, cache un visage éternellement triste et des yeux qui, lorsqu'on les fixe, semblent invoquer un frisson glacé. Le miroir, à la lumière de la lune, est devenu un passage entre le monde des vivants et des morts, un lieu où les âmes perdues attendent toujours d'être libérées. À chaque pleine lune, les curieux viennent et partent, emportant avec eux des histoires effrayantes et des souvenirs qui les hantent à jamais. Mais, au fond, personne ne sait réellement ce qui se cache derrière ce miroir. Certains disent que Camilla attend encore, espérant désespérément que quelqu'un viendra la sauver. Mais au lieu de cela, elle reste là, une silhouette fantomatique, toujours présente, toujours observante, attendant la prochaine personne assez audacieuse pour la regarder fixement dans le miroir maudit. L'enfant du grenier. La maison de la famille Oliveira se dressait fièrement sur une colline, une bâtisse ancienne, pleine de charme et de mystère. Érigée à une époque révolue, elle avait vu passer les années avec une élégance que seul le temps pouvait offrir. Les murs de pierre racontaient des histoires du passé, et le grenier était devenu le terrain de jeu préféré de la jeune Anna, une petite fille de 7 ans pleine d'imagination et de curiosité. Anna adorait passer ses après-midi dans le grenier, un lieu fascinant où des trésors oubliés étaient enfouis parmi les cartons et les meubles anciens. Les souvenirs des générations passées se cachaient parmi les jouets usés et les vêtements d'antan, et pour Anna, c'était un royaume de merveilles cachées. Ses rires résonnaient à travers les poutres, créant une mélodie joyeuse qui égayait la maison. Un jour d'été, alors que le soleil était haut dans le ciel, Anna monta au grenier comme à son habitude. Ses parents, Elisa et Marc, la regardèrent grimper les escaliers avec un sourire, leurs pensées concentrées sur les tâches quotidiennes. Anna avait trouvé un nouveau jeu avec une vieille boîte de jouets qu'elle avait découverte dans un coin poussiéreux. Sa voix d'enfant était pleine d'excitation alors qu'elle se perdait dans son monde imaginaire. Mais ce jour-là, Anna ne redescendit jamais. L'après-midi passa, puis le soir, et lorsque les ombres commencèrent à envelopper la maison, Elisa et Marc réalisèrent avec horreur qu'aucun bruit ne provenait du grenier. Inquiets, ils montèrent précipitamment les escaliers, appelant leur fille, mais la réponse fut le silence. En entrant dans le grenier, ils trouvèrent un tableau déconcertant. Le grenier était en ordre, comme si Anna avait tout laissé en place, sauf pour une chose. Il y avait une vieille poupée, vêtue d'une robe poussiéreuse, qui était assise sur une boîte, son regard vide fixant un endroit inconnu. Dans ses petites mains en porcelaine, elle tenait un morceau de papier froissé. Lorsque Marc s'approcha pour examiner la poupée, il découvrit avec une terreur glaciale que le papier portait le nom d'Anna, écrit dans une écriture enfantine. Les parents cherchèrent frénétiquement, inspectant chaque recoin du grenier, espérant que leur fille se cachait simplement. Mais les heures passèrent sans aucun signe d'elle. La police fut appelée, et les recherches dans les environs immédiats furent infructueuses. Anna avait disparu, comme absorbée par l'obscurité du grenier. Les nuits qui suivirent furent marquées par des événements étranges. Chaque nuit, Elisa et Marc entendaient des rires d'enfants résonner dans la maison. Les éclats de rire étaient clairs, mais chaque fois qu'ils se dirigeaient vers le grenier, les bruits cesseraient brusquement, laissant place à un silence lourd et oppressant. Le couple passait leur nuit à errer dans la maison, espérant une réponse, mais ne trouvant que l'écho de leurs propres pas. Le mystère s'épaississait à mesure que les jours passaient. Les voisins rapportèrent des phénomènes étranges, des lumières vacillantes dans les fenêtres du grenier, des bruits de pas inexistants, et des murmures dans l'air. Les rumeurs se répandirent vite, et la maison fut bientôt entourée par des histoires de fantômes et de disparitions mystérieuses. Les enfants du quartier évitaient les environs, murmurant entre eux des histoires d'un esprit enfantin qui hantait la maison. Un jour,
Alors que les souvenirs d'Anna semblaient s'effacer dans le creux du temps, Elisa décida de monter au grenier une fois de plus. Les murs étaient couverts de poussière, les objets étaient toujours en place, mais une chose avait changé. La poupée était désormais placée sur un petit meuble près de la fenêtre, comme si elle avait été déplacée. Elisa, les mains tremblantes, prit le papier que la poupée tenait dans ses mains et le déplia. Le message écrit était une simple phrase, « Je suis caché, viens me trouver ». Le cœur d'Elisa battait la chamade, un mélange de peur et d'espoir. Elle se demanda si Anna était toujours là, attendant d'être retrouvée. Chaque nuit, les rires continuèrent à résonner, se transformant en des pleurs désespérés. Les jours se transformèrent en semaines, et la maison devint un lieu de désespoir, un endroit où la joie et la vie avaient été remplacées par le mystère et la peur. Le couple ne put jamais vraiment se remettre de cette perte. Ils quittèrent finalement la maison, laissant derrière eux le grenier et le souvenir de leur fille disparue. La maison fut vendue à des personnes inconnues, et le nouveau propriétaire fit des rénovations pour effacer toute trace du passé. Le grenier fut nettoyé, les murs repeints, et la poupée disparut sans laisser de traces. Cependant, les légendes de la petite Anna continuèrent à circuler dans le voisinage. Certains disaient que la maison était hantée par le rire d'une enfant perdue, et que la poupée était toujours là, quelque part, attendant le retour de sa petite maîtresse. D'autres affirmaient que la voix d'Anna pouvait être entendue dans le vent, murmurant des appels désespérés à quiconque voulait écouter. Aujourd'hui, la maison reste un mystère non résolu. Les nouveaux occupants ne se plaignent d'aucun phénomène étrange, mais parfois, les visiteurs disent entendre le rire d'une petite fille lorsqu'ils passent à proximité du grenier. Est-ce simplement le vent qui joue des tours, ou est-ce le souvenir d'Anna qui persiste, cherchant toujours à être retrouvée dans un lieu où le temps semble s'être arrêté? La poupée, quant à elle, est devenue une légende. Certains prétendent l'avoir vue dans des vide-greniers ou des brocantes, les yeux vides et l'air mélancolique, toujours tenant un morceau de papier avec le nom d'Anna écrit en lettres enfantines. Et ainsi, l'histoire d'Anna et de son grenier hanté continue de hanter les esprits, un récit tragique d'un enfant perdu et d'un mystère qui ne trouvera peut-être jamais de réponse. La brume qui emporte. Il y a des endroits où le temps semble se suspendre, où la brume enveloppe les paysages et les esprits, les plongeant dans un voile de mystère et d'angoisse. La petite ville de Montbrun était l'un de ces lieux, un havre de tranquillité connu pour ses paysages pittoresques et ses habitants amicaux. Cependant, cette réputation idyllique allait être bouleversée par une nuit de brume si épaisse qu'elle transformerait la ville en un théâtre de terreur et de désespoir. Tout commença avec un soir d'automne particulièrement brumeux. Les habitants de Montbrun se préparaient pour une nuit tranquille, ignorant que ce brouillard serait le début de leur cauchemar. Alors que le crépuscule s'installait, une brume épaisse et froide descendit sur la ville, enveloppant les maisons, les arbres, et même les âmes des résidents dans une étreinte glaciale. La brume semblait vivre, ondulant et se déplaçant comme une entité consciente, enveloppant tout sur son passage. À mesure que la nuit avançait, des ombres inquiétantes commencèrent à se mouvoir à travers la brume. Des silhouettes indistinctes, semblables à des fantômes, apparaissaient et disparaissaient dans l'épaisseur de l'obscurité. Les résidents qui tentaient de quitter leur maison pour enquêter sur ces phénomènes étaient immédiatement engloutis par la brume. En un instant, ils devenaient invisibles aux yeux de ceux restés derrière leurs fenêtres, leurs cris se mêlant à un silence angoissant. Les premières disparitions furent signalées aux autorités locales. La police, accompagnée des pompiers et des volontaires, tenta de percer le mystère. Mais chaque tentative de pénétrer dans la brume se soldait par un échec. Les hommes de loi disparaissaient, un à un, leurs appels désespérés se perdant dans le néant. Le lendemain matin, lorsque la brume se dissipa lentement comme une couverture retirée, Montbrun était un village fantôme. Les rues étaient désertes, les maisons silencieuses, et l'air était chargé d'un sentiment de tristesse et de perte. Les recherches intensives effectuées par les autorités et les bénévoles ne révélèrent que des indices énigmatiques, des empreintes de pas éparses, des vêtements éparpillés, et une multitude de témoignages troublants. Un seul survivant émergea de cette nuit cauchemardesque. Samuel, un homme dans la cinquantaine, avait erré dans la brume en cherchant sa famille et ses amis disparus. Ce qu'il raconta après fut à la fois terrifiant et déconcertant. Il décrivit la brume comme une entité vivante, une chose qui semblait consciente et malveillante. Samuel expliqua que tout en se déplaçant, il avait entendu des voix, non pas des cris de détresse, mais des murmures doux et hypnotiques, comme un chant envoûtant. Ces voix semblaient l'appeler, l'attirer plus profondément dans la brume, tentant de le séduire avec une promesse d'éternité. Elles étaient comme des caresses dans l'obscurité, raconta Samuel, les yeux écarquillés par la peur. Une voix après l'autre, comme des sirènes dans la brume, me promettait la paix, me disait de les suivre. Mais chaque fois que je tournais la tête, il n'y avait rien, seulement cette brume persistante, lourde,
comme si elle essayait de me dévorer. Les autorités tentèrent de comprendre la nature de cette brume, mais aucune explication logique ne put être trouvée. Les analyses de l'air, de l'eau et des sols ne révélèrent rien d'inhabituel. La brume semblait avoir disparu aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Pourtant, des phénomènes inexplicables continuèrent à se produire. Les rares habitants restés en ville commencèrent à rapporter des bruits étranges la nuit, des murmures indistincts portés par le vent. Ils se sentaient souvent observés, comme si des yeux invisibles scrutaient chacun de leurs mouvements. Le cas le plus troublant fut celui de la maison de l'ancienne bibliothécaire, Madame Germaine, dont le jardin était devenu un lieu de rassemblement pour des phénomènes paranormaux. Madame Germaine affirmait qu'elle voyait une silhouette floue à travers ses fenêtres, une figure toujours présente, même lorsqu'elle essayait d'observer de l'extérieur. Les voisins affirmaient que la brume semblait revenir par vagues, enveloppant de nouveau la ville par moments, comme si elle était attirée par quelque chose de particulier. La terreur continua de régner dans Montbrun, et les nouvelles de la brume se répandirent rapidement. Les visiteurs évitaient la ville, les hôtels restaient vides, et les boutiques fermaient leurs portes. Montbrun était devenu une ville fantôme, un lieu où l'on racontait des histoires de disparitions mystérieuses et de présences invisibles. Samuel, le seul survivant, se retrouva hanté par ces expériences. Il déménagea loin de Montbrun, cherchant à échapper à la brume qui l'avait presque pris. Mais même dans sa nouvelle maison, les murmures envoûtants semblaient le suivre, et chaque brume qui se formait autour de lui ravivait les souvenirs de cette nuit terrifiante. Les années passèrent, et Montbrun devint une légende urbaine, une histoire racontée autour des feux de camp et des soirées d'hiver. La brume qui emportait les âmes fut un mystère non résolu, une histoire de terreur qui continuait à captiver et à effrayer. Et bien que la brume se soit dissipée, la peur persistait, un écho lointain dans le vent, un souvenir d'une nuit où la réalité et le cauchemar se confondirent dans un voile d'ombre. Ainsi, Montbrun reste marqué par son mystère, un lieu où les brumes peuvent revenir, un endroit où l'on murmure encore des histoires de disparitions inexplicables. Les âmes disparues sont-elles devenues des ombres errantes, attendant le moment de saisir la prochaine personne qui osera se perdre dans les brumes? Seule la brume elle-même semble détenir la réponse, et elle garde ses secrets profondément enfouis dans son étreinte glaciale.